Bonjour, bienvenue dans ce deuxième cours sur la mécanique quantique. Je vous dois un petit aperçu historique, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que l'histoire de la mécanique quantique pourrait faire l'objet d'un cycle de cours entier. C'est tout un écheveau de querelles, d'amitié, de médisance et même de tragédie. Oui, même de tragédie autour de la mécanique quantique. Si ça vous intéresse, je vous conseille le livre What is Real? The Unfinished Quest for the Meaning of Quantum Mechanics de Adam Baker, qui n'a malheureusement pas de traduction française, mais une auteure de référence en français à laquelle on peut faire confiance, c'est Françoise Balibar. Elle a écrit notamment plusieurs livres sur Einstein, que je n'ai pas lus, j'ai lu d'autres choses d'elle. Et sinon, si vous avez envie de vous amuser, il y a les correspondances entre Einstein et Max Born, un autre physicien de l'époque, qui ont été publiées par Born et commenté par lui. Et donc ça c'est assez intéressant à lire pour cerner un peu les personnages. Bon, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention parce que comme c'est publié par Max Born, parfois il n'a pas exactement compris ce qu'Einstein voulait dire. Voilà, il faut toujours faire attention. Toutes ces références, vous les trouverez dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Alors, dans ce cours, je ne vais parler que des événements théoriques déterminants. D'abord, celui qui a donné son nom à la mécanique quantique, c'est Max Planck. Encore un Max, beaucoup de Max. En 1900, dans un article qu'il a publié sur le rayonnement du corps noir. Le corps noir, c'est la représentation théorique idéale d'un corps chauffé qui rayonne. Vous savez que certains corps chauffés rayonnent. Par exemple, un maréchal ferrant qui est en train de chauffer du métal voit son métal émettre de la lumière rouge ou blanche en fonction de la température. Mais ça, c'est pas un corps idéal. Un corps idéal doit être chauffé uniformément, avoir une composition assez uniforme, qu'il n'y ait pas des endroits qui crament, etc. Et donc, ce qu'on considère généralement comme une bonne approximation du corps noir, ce sont les étoiles, dont notre Soleil, par exemple. Et notre modèle, à l'époque, pour représenter ça, avait un gros problème. C'est qu'il donnait des valeurs aberrantes pour les hautes fréquences. C'est ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. Vous vous souvenez, ultraviolet, haute fréquence. Et c'est alors que Planck a proposé une idée. Il s'est basé sur l'hypothèse que le rayonnement n'était pas continu, mais discret. Comme si les choses rayonnaient par petits paquets de rayonnement. Plop, plop, comme ça. Et il appelle ces paquets des quantas, d'où le nom de mécanique quantique. Et là, donc il fait un modèle mathématique avec ça, et ça marche très très bien. Ça marche, ça veut dire que ça correspond bien aux expériences qu'on fait et aux observations qu'on fait sur les corps presque parfaits qu'on veut modéliser avec le corps noir. Mais le problème, c'est que quand un modèle marche aussi bien par rapport à la réalité, eh ben, on a tendance à vouloir considérer que les hypothèses sur lesquelles il est basé sont aussi réelles, en une forme de réalité. Et donc, est-ce que ça voudrait dire que les rayonnements sont effectivement constitués de morceaux de rayonnement, de paquets? C'était pas censé les rayonnements être plutôt un continu qui est agité par des ondes? C'est bizarre. Et en plus, on a une superbe théorie à l'époque ondulatoire de la lumière. On a d'ailleurs une théorie de tout l'électromagnétisme qui est ondulatoire. C'est une théorie vraiment belle. Sur le plan mathématique, les équations de Maxwell, c'est tout simple, c'est magnifique. Et donc c'est une sacrée épine dans le pied, ce truc de corpuscule. Mais ça va être confirmé par un autre effet qui avait déjà été mis en évidence expérimentalement avant, mais qui va être réinterprété par Einstein en 1905. Ça, c'est l'effet photoélectrique. Tout est dans le nom, photoélectrique. Quand on envoie de la lumière sur une plaque de métal, eh ben, il y a des électrons qui sortent. Bon, c'est à partir de ça qu'on a fait des panneaux solaires photovoltaïques, hein, ça vous connaissez, mais bon, à l'époque, ça se faisait avec des plaques de métal, voilà. Et qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est que les électrons commencent à être émis à partir du moment où on dépasse une certaine fréquence limite. Cette fréquence limite dépend du matériau, deuxième point, donc dépend du métal dont est fait la plaque. Troisième point, le nombre d'électrons émis dépend non pas de la fréquence de la lumière reçue, mais dépend de son intensité. L'intensité de la lumière, ou d'un rayonnement en général, c'est l'équivalent
de la quantité. Donc s'il y a beaucoup de rayonnement ou pas. C'est quand même un paramètre important parce que c'est ça qui explique que avec vos fours à micro-ondes, vous puissiez faire cuire des choses, alors que je vous avais dit, les micro-ondes, c'est des basses fréquences, c'est faible énergie. Il suffit d'en mettre plus, voilà, plus grande intensité. Et donc, quatrième point, comme je le disais, la vitesse des électrons émis, celle-là, elle ne dépend pas de l'intensité, elle dépend que de la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est assez étrange comme effet. Imaginez que vous prenez une plaque de métal et vous balancez dessus des micro-ondes, vraiment beaucoup, assez pour faire bouillir de l'eau, il ne se passe rien. Vous passez un cran au-dessus, on prend des infrarouges, on en met plein, assez pour faire cuire un poulet, et toujours rien. Et puis là, vous récupérez une vieille lampe bleue qui traînait dans un coin du labo, qui est en fin de vie, qui émet des petits flashouillements de lumière, pas du tout assez pour pouvoir y voir dans l'obscurité. Donc elle sert à rien en pratique. Et vous mettez ça au-dessus de votre plaque, et tout à coup, pof, 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 il y a plein d'électrons qui sortent. Ça, c'est assez contre-intuitif. On a l'impression que la réaction n'est pas du tout proportionnelle à l'énergie qu'on y met. Sauf si, en fait, la lumière est composée de petits morceaux, de grains, et que la réaction est proportionnelle à l'énergie de chaque grain. Alors, effectivement, les micro-ondes, même si globalement on en met plein et que globalement ça fait beaucoup d'énergie, individuellement, ils ont tous une basse fréquence et peu d'énergie, donc peu de capacité à produire du changement. Et notamment, ici, peu de capacité à éjecter un électron d'un atome de métal en frappant dessus. Alors qu'avec la lampe bleue, pour les choses qui requièrent l'entièreté du rayonnement comme éclairer une pièce, elle n'est pas assez bien, mais pour les choses qui concernent les photons, les grains de lumière individuellement, alors là c'est beaucoup plus efficace. Donc vous le savez déjà, j'ai gâché le suspense, les grains de lumière s'appellent des photons. En d'autres termes, si on imagine un atome avec un électron prêt à être éjecté, il y a des électrons plus proches du noyau qui sont plus difficiles à éjecter, mais on va prendre un électron périphérique, facile à éjecter. On lui met plein de rayonnements à basse fréquence, chaque rayonnement à basse fréquence ne va pas être suffisant pour le pousser petit à petit jusqu'à l'éjecter. Il n'y a pas moyen de l'éjecter progressivement. Il faut que ce soit un rayonnement à haute fréquence qui l'éjecte d'un coup. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. Premièrement, que l'énergie d'un électron dans un atome, elle ne peut pas varier progressivement, elle ne peut varier que par paliers. Donc dans ce cas-ci, l'énergie c'est la capacité à être éjectée. De manière générale, c'est l'éloignement par rapport au noyau. Plus on est éloigné, plus on a d'énergie. Quand un électron reçoit du rayonnement, soit c'est assez pour le faire bouger, soit c'est pas assez. Mais il y a une limite claire et binaire entre les deux. Ce que ça veut dire aussi, c'est que l'électron ne peut pas avoir n'importe quelle position par rapport au noyau. Il peut être à des niveaux bien précis et il saute directement d'un niveau à l'autre. Le dernier niveau étant l'éjection, bien sûr. Alors, pour ceux qui se demanderaient quel type d'énergie c'est concrètement, c'est ce qui se traduit par l'éloignement par rapport au noyau. C'est une énergie potentielle électrostatique comme celle qu'on a déjà vue, QV, à part que le potentiel a une forme un peu particulière. Alors, c'était le premier point. Il y a un deuxième point. C'est que la lumière est granulaire. Oui, sinon le modèle ne marche pas. Il faut que la lumière soit constituée de petits corpuscules individuels et non pas d'un continu d'un seul tenant qui est animé par des ondes. Ça, c'est les deux points que Einstein a compris. Sauf que c'est pas possible. La lumière peut pas être constituée de corpuscules, puisqu'on sait qu'elle a ces comportements ondulatoires. Elle fait des interférences, elle fait l'effet Doppler, elle fait tout ce que vous voulez. Et donc, ça c'est vraiment perturbant. Sauf si il y a un effet de groupe, comme dans ces nuées des tourneaux qu'on voit, où on a l'impression que ça fait une unité, alors qu'en fait c'est plein d'oiseaux individuels qui se suivent. Ça c'est à peu près ce que pense Einstein. Mais ça va être contredit par l'expérience.
et notamment par l'expérience qui est sans doute la plus célèbre de toute la mécanique quantique, qui est celle des fentes de Young. En tout cas, elle est célèbre parmi les physiciens. Donc on va en parler maintenant. Alors la première version de cette expérience, elle a été faite bien avant la mécanique quantique. Elle date de 1801. Elle a été faite par Thomas Young, d'où son nom. Et par la suite, elle a été déclinée de plein de façons différentes pour mettre en évidence des effets quantiques. Alors le dispositif, c'est le suivant. On envoie un faisceau de lumière sur une plaque percée de 2 fentes très fines et très rapprochées. Derrière ça, on a un écran sensible à la lumière sur lequel va s'imprimer la lumière qui est projetée par les 2 fentes. Ça peut être par exemple une plaque comme les films des appareils photo, par exemple. Et là, on va observer une figure d'interférence. Donc vous vous souvenez du premier cours, c'est cette alternance de zones claires et de zones sombres qui correspondent aux interférences constructives et destructives. Ici, c'est l'image de gauche. Donc là, c'est le résultat d'une expérience faite avec de la lumière blanche. Les interférences viennent de la rencontre entre le faisceau qui vient de la fente de droite et le faisceau qui vient de la fente de gauche, qui divergent fortement à cause de la petitesse des fentes. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle la diffraction. Et donc, ça donne ce que vous voyez sur l'image de droite, qui est une simulation. Ils se rencontrent et alors on voit bien les franges d'interférence qui sont bien alignées. Et ça, c'est un comportement typiquement ondulatoire. Pour vous donner une idée de ce que ce serait si la lumière était constituée de corpuscules, j'ai fait un petit schéma. Voilà. Alors, donc là vous voyez bien la plaque percée de 2 fentes et puis derrière l'écran, et je vous l'ai mis de face aussi pour voir la figure d'interférence qui arrivera dessus. Donc si la lumière est corpusculaire, eh bien ça se passe comme ça. Il y a certains corpuscules qui passent par la fente de droite, certains qui passent par la fente de gauche. Bon, en fonction de l'angle, ça va être un petit peu diffusé. Mais globalement, on va avoir 2 taches qui sont alignées avec les 2 fentes. Alors que si c'est ondulatoire, ça va plutôt se passer comme ça. Donc il y a une partie du faisceau qui passe par une fente, une partie par l'autre, ils se rencontrent. Là, j'ai mis en vert les zones d'interférence constructive. Et en mauve, là, c'est les endroits où une bosse de l'une rencontre un creux de l'autre. Et donc, ça va faire des interférences destructives. Et alors, sur l'écran, on va observer ceci. Une alternance de zones claires qui sont alignées avec les franges d'interférence constructive. Et puis, rien du tout aux endroits où il y a les franges destructives. Donc ça, c'était l'expérience initiale des fentes de Young. Maintenant, plus tard, on a eu la possibilité de faire cette expérience en émettant les photons un par un, en utilisant ce qu'on appelle un générateur de photons unique. Et donc ça, qu'est-ce que ça donne? On va pouvoir observer à quel endroit de l'écran le photon arrive. Donc ici, c'est cet endroit-là. On ne sait pas si ça vient d'une fente ou de l'autre, c'est pour ça que j'ai mis en pointillé. Mais en tout cas, il y a une tache qui apparaît sur l'écran et qui est le résultat de l'absorption d'un photon. Alors on en voit un deuxième, voilà, il y a une deuxième tache, une troisième, une quatrième, etc. Et donc on a l'impression que ces photons arrivent de manière aléatoire un peu partout sur l'écran. Mais quand on en envoie beaucoup, en fait, il se passe ceci. C'est qu'on retrouve des franges d'interférence qui correspondent exactement aux endroits où il y en avait quand on avait envoyé toute la lumière d'un coup. Donc là, vous pouvez voir un résultat expérimental de ça, ici. Donc là, on voit très bien qu'au départ, on a l'impression que les points se mettent un peu n'importe où, et puis on voit se dessiner progressivement la figure d'interférence. Et sur la dernière image, elle est vraiment très visible. Donc il y a 2 points remarquables à ce stade de l'expérience. Premier point remarquable, c'est que les photons, sans interagir entre eux, forment tout de même une figure d'interférence. Donc ça veut dire que ce n'est pas un effet de groupe. Chaque photon individuellement
sans interagir avec les autres, va participer à cette figure d'interférence. Tout se passe comme si, en fait, chaque photon passait par les deux fentes et interagissait avec lui-même, faisait des interférences avec lui-même, comme s'il était une onde. Et pourtant, quand l'écran est impacté, c'est en un seul point, comme s'il était un corpuscule. Alors, il y a un deuxième point, c'est que même si, quand on a un très grand nombre de photons, ça forme une figure d'interférence déterminée, qu'on peut calculer à l'avance, tout ce qu'on veut, et bien, quand il y a un photon à la fois, prévoir la position où il va arriver exactement, c'est impossible. C'est totalement aléatoire. Et si on accepte que c'est la même chose qui arrive à travers les fentes et qui se répand dans le milieu entre les fentes et l'écran, et puis qui impacte l'écran, on est obligé de donner un sens très fort à ce mot aléatoire. Parce que quand le photon est répandu dans tout l'espace entre l'écran et les fentes, quand il est sous forme de figure d'interférence, il occupe une très large zone, et quand il arrive sur l'écran, il pourrait arriver sur n'importe quel point de cette zone. Or, il arrive sur un seul point, mais il n'y a aucune raison à ce que ce soit sur ce point-là plutôt que sur un autre point. Il pourrait arriver sur n'importe quel autre point. Bon, c'est vrai, il y a des probabilités associées à chaque point de l'écran. Il a moins de chances de tomber à un endroit où il y a une frange destructive qu'à un endroit où il y a une frange constructive. Mais quand même, il n'y a rien qui détermine de façon certaine à quel endroit il va arriver. Et entre deux points d'égale probabilité, par exemple 2 points sur des franges d'interférence constructive, il n'y a aucune raison, aucune cause à ce qu'il arrive sur un point plutôt que sur l'autre, à part le hasard pur et simple. Alors, ça on va en rediscuter par la suite, mais ce sens du mot hasard, on devrait probablement lui donner un autre nom, plutôt l'appeler indéterminisme. Et on peut l'interpréter de différentes façons, ça on va en parler au 5e cours. Alors, des questions ? Quelqu'un demande si c'est le principe de la photo argentique. Donc la question c'est, est-ce que c'est le même principe que la photo argentique ? C'est tout à fait ça. Les premières expériences des fentes de Young avec des plaques photographiques, c'était réalisé avec le même principe que la photo argentique. Je pourrais vous l'expliquer si jamais ça vous intéresse. Alors, peut-être qu'à ce stade, on peut encore avoir l'impression que le photon est quand même une particule, un corpuscule, mais qu'il porte d'une manière ou d'une autre l'information de la figure d'interférence. Il la porte en lui. On va voir ce qui se passe quand on obture une des fentes. Donc là, on a mis une petite plaque devant une des fentes pour l'obturer. Alors, logiquement, la seule partie des photons qui passe, c'est celle qui se dirigeait vers la fente du haut. Et donc, ça représente la moitié des photons, mais ça devrait quand même faire une figure d'interférence s'ils sont porteurs de l'information de cette figure d'interférence. Mais en fait, ce qui se passe, c'est ceci. Dans ce cas-là, on n'observe qu'une seule tâche, pas de figure d'interférence. Le photon ne peut pas porter en lui-même l'information de la figure d'interférence. Il est obligé d'avoir interagi. Et il ne peut avoir interagi qu'avec lui-même, puisque les autres photons n'étaient pas encore là, on les a envoyés un par un, et qu'il n'y a rien dans le milieu qui peut interagir avec ce photon pour faire une figure d'interférence. Il faut que ce soit vraiment de la lumière émise par la même source et avec des intervalles de temps très courts. Donc c'est sûr que c'est avec lui-même qu'il interagit. Donc ça pointe très fort vers une interprétation ondulatoire des photons. Pourtant, quand ils impactent l'écran, ils l'impactent en un point. Mais alors, l'interprétation de cette expérience devient encore plus difficile, comme s'il y avait besoin de ça, si on modifie un peu le dispositif. À la place d'obturer une fente, on va mettre un détecteur qui ne détruit pas le photon, qui ne l'absorbe pas, qui le laisse passer, mais
le photon laisse une trace dans le détecteur. Comme ça, on sait s'il est passé ou pas. Donc ça, je l'ai représenté comme ceci, un petit œil, voilà. Il constate juste si c'est passé, mais il ne va pas arrêter le photon va continuer sa course. Et là, on observe ceci. On observe de nouveau les deux tâches et pas de figure d'interférence. Pourquoi, si le photon peut continuer sa course librement, pourquoi il n'interagit plus avec l'autre partie qui est passée par l'autre fente? Est-ce que c'est simplement parce qu'on sait par où il est passé? Ou est-ce que c'est la simple présence du détecteur dans le milieu qui l'a perturbé? Ou alors est-ce que c'est parce que l'entièreté du dispositif est différente et que ça a changé le résultat? On ne sait pas. Il y a plusieurs interprétations possibles et chacune répond de façon différente. On va revenir là-dessus dans le dernier cours. Alors, en 1961, on trouve une déclinaison encore plus étonnante de cette expérience, c'est qu'on arrive à la faire avec des électrons. On arrive à exactement les mêmes résultats avec des électrons, avec des interférences et tout ça. Donc l'électron a bien un comportement ondulatoire aussi. Alors en 1974, on fait aussi cette expérience avec les électrons un par un. Donc c'est vraiment définitivement pas un effet de groupe. Chaque électron se comporte comme une onde. Voilà, donc ça c'est l'expérience faite avec des électrons. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose, on voit petit à petit apparaître la figure d'interférence. Et alors, depuis, on a aussi réussi à faire cette expérience avec des atomes en 1996, des grosses molécules en 2003, et même de l'antimatière en 2019. Donc ce que ça veut dire, c'est que même les molécules ont des comportements ondulatoires. Ils font des interférences. Là, vous avez une image d'interférence faite avec des ions d'argon, donc ça c'est des atomes. Voilà, c'est très joli, très propre. Ouais. Alors la question c'est comment il peut y avoir une interférence quand chaque photon parcourt l'espace en solitaire. Ça, cette question, ça montre que vous vous concentrez sur l'aspect de corpuscule, de petit corps du photon, comme s'il était une petite boule qui passe forcément par une seule des deux fentes. Mais justement, c'est ça qui est mis en question ici. Là, on considère que c'est possible que ce soit plutôt une onde. Si ce photon est un continu, plutôt, ça c'est plus précis, si ce photon est un continu, alors il peut passer par les deux fentes en même temps. Et alors il se retrouvera de l'autre côté à interagir avec lui-même, c'est-à-dire la moitié qui est passée par une fente interagira avec la moitié qui est passée par l'autre fente. Voilà, donc c'est ça la question, c'est est-ce que c'est un continu ou un corpuscule? Ah oui, effectivement. Donc la question c'est, avez-vous une définition simple de antimatière? Oui. Chaque particule de matière, quand je dis particule, ça désigne, peu importe quel est son comportement, si c'est un corpuscule ou un continu. Bref, électron, je ne peux pas vous en citer d'autres parce que vous ne connaissez peut-être pas. Ouais. Proton, on va dire proton. Et bien chacun d'entre eux ont un correspondant qui a exactement les mêmes caractéristiques, mais juste une charge opposée. Donc l'électron, son correspondant c'est le positron, qui est exactement comme un électron, mais avec une charge plus à la place d'une charge moins. Et ça c'est une particule d'antimatière. On appelle ça antimatière juste parce que les signes des charges sont différents, opposés. Voilà. Mais il n'y a pas de secret. C'est juste qu'il y en a beaucoup moins que de la matière. Et il se fait qu'elle est très instable parce que en fait, dès qu'une particule de matière rencontre une particule d'antimatière correspondante, elles s'annulent toutes les deux en lumière, en photons. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais en fait, il y a quand même des questions autour de pourquoi il y a autant de matière et aussi peu d'antimatière. Mais ça, c'est d'autres questions qu'on n'a pas encore résolues. Un corpuscule ou un continu, est-ce que c'est un comportement ou une propriété? Et bien ça, justement, c'est la question à 1 million d'euros, quoi. C'est-à-dire,
c'est très difficile pour ce genre de choses auxquelles on a affaire de pouvoir distinguer qu'est-ce qui relève du comportement, qu'est-ce qui relève de sa nature et qu'est-ce qui relève de propriétés momentanées et qui peuvent changer au cours du temps. Il se pourrait très bien que le comportement ondulatoire relève de propriétés momentanées. Ou alors, il se pourrait que ça relève de la nature même de ce qui est en train de se déplacer. Donc on ne sait pas. On pourra reprendre le débat là-dessus quand on aura terminé le cours. Peut-être que vous aurez la réponse. On n'en sait rien. Ok, j'ai plus de questions pour le moment. Donc je vais passer à l'expérience suivante dont je voulais vous parler, qui est l'expérience de Stern-Gerlach. Jusqu'ici, toutes les expériences qu'on a vues auparavant, c'était des expériences qui démontrent un aspect étonnant des corps qu'on étudie avec la mécanique quantique, qui est la dualité onde-corpuscule. Donc ça, c'était le fait qu'on ne sait pas très bien si c'est des corpuscules ou des ondes, ou des continus, on va dire. Et c'est déjà un aspect assez propre à ces objets. Maintenant, il y a d'autres aspects qu'on va voir dans cette expérience de Stern-Gerlach qui sont aussi étonnants. Désolée de couper un peu le film, mais avant de parler de l'expérience de Stern-Gerlach, je voulais encore parler d'une autre expérience. Parce que j'ai l'impression que là, pour le moment, on pourrait quand même être encore convaincu qu'il n'y a pas vraiment de débat, parce que on pourrait se dire, bon, tant pis pour l'effet photoélectrique. Là, avec l'expérience des fentes de Young, on a vraiment l'impression que c'est plus des ondes, et on trouvera un autre moyen d'expliquer l'effet photoélectrique et le fait que ça impacte l'écran en un seul point. Mais il n'y a pas que ces effets-là, il y a aussi une autre expérience qui tend très fort vers le corpusculaire. En fait, c'est pas vraiment une expérience, c'est plus un appareil de mesure. C'est les chambres à brouillard. Donc ça a été découvert en 1911 par un physicien qui s'appelle Charles Wilson. Voilà. Et donc le principe, c'est qu'on prend une cuve transparente et on la remplit de vapeur d'eau et on abaisse la température. Dans cette situation, normalement, la vapeur d'eau devrait se condenser en petites gouttelettes, un peu partout. C'est comme ça que se forme le brouillard, les nuages et la fumée qui sort de votre tasse de thé, qui n'est pas de la vapeur, attention, c'est de la fumée. Et donc, quand ça se passe, cette condensation, ça a besoin qu'il y ait une petite perturbation dans le milieu pour commencer à se condenser à cet endroit-là. Généralement, ce sont des particules de poussière qui sont un peu partout dans l'air, qui jouent ce rôle-là. Donc les gouttes commencent à se former, à coaguler autour de ces particules de poussière. Mais on peut construire l'expérience de façon à ce qu'il n'y ait pas de poussière dans cette cuve. Et donc à ce moment-là, le brouillard ne peut pas commencer à se former de lui-même. Il faut qu'il y ait une perturbation pour que les gouttelettes commencent à se former. Et c'est un état vraiment très particulier parce qu'on est au-dessus du seuil de saturation en humidité de l'air et donc la moindre perturbation provoquera immédiatement un déclenchement de gouttelettes. Même le passage de une particule sera suffisant pour provoquer ça. Et donc ce qu'on observe, c'est ceci. Donc là, vous voyez, on voit des traînées de gouttelettes qui forment vraiment une trajectoire de particules. Donc on a vraiment l'impression que la particule a une trajectoire bien définie et qu'elle laisse un sillage de gouttelettes sur son passage. Là, sur la photo de droite, vous voyez qu'il y a le rayonnement alpha qui est en fait un noyau un noyau d'hydrogène, je crois. Je vérifierai ça. Il fait une grosse trace toute droite. Et puis alors, il y a des toutes petites traces courbées qui sont des électrons. Et ils sont courbés parce qu'il y a un champ magnétique. On va reparler de ça. Voilà. Et donc ça, c'est un comportement typiquement corpusculaire, d'avoir une trajectoire définie.
les ondes se répandent dans toutes les directions. Et si on veut avoir un rayon directionnel, on doit faire un trou et faire passer le rayonnement à travers ça. Mais dans ce cas-ci, il n'y a aucun obstacle dans le milieu. Elles pourraient se répandre dans toutes les directions, mais c'est pas ce qu'elles font. Elles suivent une trajectoire déterminée. Donc ça, c'est vraiment un indice plutôt vers une interprétation corpusculaire. Donc voilà, on a fini avec les expériences à propos de la dualité onde-corpuscule, comme je vous le disais, qui est une caractéristique des objets qu'on étudie avec la mécanique quantique. Maintenant, l'expérience de Stern-Gerlach, que vous attendiez tous avec impatience, j'en suis sûre. On est dans les années 20. L'expérience que Stern et Gerlach ont faite était d'abord avec des atomes d'hydrogène et d'argent. Donc ça va pas trop nous intéresser, on va plutôt parler d'électrons dans cette expérience, et ça il a fallu attendre un petit peu pour avoir les moyens techniques de le faire, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Mais voilà, donc on va parler de l'expérience avec des électrons qui n'est pas directement à la leur, qui a été faite plus tard. Pour que vous puissiez comprendre plus clairement, je vais vous passer une petite vidéo. Alors, donc, ce dispositif avec un pôle nord et un pôle sud crée un champ magnétique qui pointe vers le haut, qui pousse vers le haut. On envoie un aimant avec le pôle nord en haut et sud en bas. Donc là, voilà ce qu'il fait. Le champ magnétique dévie l'aimant vers le haut. Si les pôles de l'aimant sont inversés, il est dévié vers le bas. La déviation de l'aimant dépend de la direction de ses pôles. Vous voyez ici, si on envoie plein d'aimants orientés n'importe comment, ils arriveront n'importe où verticalement. Si on envoie des électrons maintenant dans ce dispositif, ils sont déviés. Mais on observe qu'ils arrivent sur l'écran soit en haut, soit en bas, et jamais au milieu. Chaque électron se comporte comme un aimant à seulement deux directions possibles, nord-sud ou sud-nord. Voilà. Donc les électrons se comportent comme des petits aimants, ils sont sensibles au champ magnétique. Mais alors qu'on s'attendait à ce que ces aimants puissent être dans n'importe quelle orientation, ils n'ont que deux orientations possibles. De nouveau, on se retrouve avec une grandeur qui n'est pas continue, mais qui est discrète. Cette qualité qu'ont les électrons et qui détermine comment ils vont réagir dans un champ magnétique, on appelle ça le spin. Il n'y a pas que les électrons qui en ont un, il y a plein de particules qui en ont. Et dans ce cas-ci, il y a deux possibilités discrètes, mais il y a d'autres cas où il y en a plus que ça, et il y a aussi des cas où il n'y en a pas du tout. Il y a des particules qui n'ont pas de spin, qui ne sont pas sensibles au champ magnétique. Dans le cas de l'électron, quand il y en a deux différentes, on appelle ça up et down, les deux possibilités d'orientation. Donc ça, c'était l'expérience de Stern-Gerlach de base. Mais on peut aussi faire des différentes variations de cette expérience et observer des choses tout aussi intéressantes. Donc, dans la vidéo, vous avez vu que les deux gros aimants étaient alignés selon une orientation verticale. Donc vous aviez les deux tâches qui étaient aussi alignées verticalement. Mais on peut aussi coucher le dispositif et avoir les aimants qui sont alignés comme ceci. Et alors, dans ce cas-là, les deux tâches sont alignées horizontalement. On va appeler l'axe vertical Z et l'axe horizontal X. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un dispositif entier, je vous le représente comme ceci, et on va l'aligner avec un deuxième. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner le deuxième sur la sortie d'un des deux faisceaux. Comme ça, il n'y a qu'un des deux faisceaux qui passe dedans, on va dire le faisceau up. Voilà. Ici, le down, on va le bloquer avec une plaque de métal qui va tout absorber, voilà. Et on va observer ce qui se passe. Si ici, on aligne les deux dispositifs dans leur orientation verticale. Donc ils sont tous les deux orientés selon Z. On
on constate qu'en sortie du deuxième dispositif, il n'y a qu'un seul faisceau. Il n'y a que le faisceau up. Donc ça, c'est pas très étonnant, parce qu'on s'attendait effectivement à ce qu'il n'y ait que du up qui sorte, puisqu'il n'y avait que du up qui était rentré. Donc je rappelle que le spin, c'est bien une caractéristique interne. C'est ce qui, dans l'électron, va décider de comment il va réagir au champ magnétique. Donc c'est l'équivalent de la charge, mais pour le magnétisme. Bon, il y a quelques différences au niveau de la valeur de ça, mais on va en reparler par la suite. Donc ici, on peut supposer raisonnablement que les électrons qui sont passés par là avaient cette propriété d'être up, et donc ils gardent la propriété. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais on tourne le deuxième dispositif, on le met selon la direction X? Et bien là, on va avoir deux faisceaux qui sortent. On peut se dire donc en toute logique que ce faisceau-ci, il est à la fois up selon Z et up selon X. Donc ça c'est selon X, la propriété selon X que je représente en vert et la propriété selon Z que je représente en rouge. Et le faisceau du bas, il est à la fois up selon Z et down selon X. Voilà. Ça c'est ce qu'on penserait logiquement. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. On va vérifier que c'est pas comme ça que ça se passe en faisant la même chose mais avec un troisième dispositif qu'on place que sur ce qui sort du up par rapport à l'orientation X. Et ceci, ce qui sort par Z, par down, on le bloque aussi avec une plaque de métal qui absorbe les électrons qui passent par là. Donc ici, on va mettre un troisième dispositif qui sera aligné selon Z. Donc on a un dispositif qui est vertical, un dispositif horizontal et puis un dispositif vertical de nouveau. Et là, on s'attendrait à ce qu'il n'y ait que du up qui sorte, puisqu'il n'y avait que du up en entrée. Mais en fait, on a de nouveau deux faisceaux. On a de nouveau du up et du down. Comme si il ne s'était rien passé avant, comme si on n'avait pas sélectionné les up au départ. En fait, tout se passe comme si le dispositif selon X qui est au milieu avait fait table rase de l'orientation qui avait été donnée par le dispositif selon Z. Alors donc le dispositif expérimental c'est ces deux gros aimants, mais sauf qu'on en prend trois fois les deux gros aimants, et qu'on les met à la suite. Donc si je reviens sur le dessin ici, on a mis d'abord les deux gros aimants alignés selon l'axe vertical, ensuite on a mis deux gros aimants alignés selon l'axe horizontal, et ensuite de nouveau deux gros aimants selon l'axe vertical, et chaque fois on fait entrer seulement le faisceau du haut dans le dispositif suivant. Voilà, j'espère que c'est plus clair comme ça. Donc là, ce qu'on constate, c'est que quand on fait des mesures dans un certain ordre, ça va avoir une influence sur le résultat des mesures. Puisque quand on a fait ça dans cet ordre-là, on a deux tâches, mais que si on fait ça dans un autre ordre, si on dit maintenant que on va d'abord mesurer selon X, et après on mesure selon Z, et après on mesure de nouveau selon Z, et bien dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule tâche, il n'y a qu'un seul faisceau qui sort. Donc l'ordre dans lequel on a fait les mesures va influencer le résultat. Et ça peut être interprété de différentes manières. Et ça l'est par différents courants d'interprétation. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la mesure fait quelque chose. Elle a son rôle à jouer dans le résultat. Puisque si on fait les mesures dans un ordre différent, sachant quelque chose, ça veut dire que la mesure n'est pas simplement une collecte d'informations. Elle a une action. On ne sait pas exactement quelle action. Il y a autre chose à voir de très important dans cette expérience, c'est cette relation entre deux grandeurs, qui sont ici le spin dans une direction et le spin dans une direction perpendiculaire. Peu importe si c'est comme ça, ça peut être comme ça, comme ça, comme ça, du moment que c'est des directions perpendiculaires. Ce qu'on voit, c'est que la détermination de l'une
fait table rase de la détermination de l'autre. On ne peut pas avoir à la fois l'une et l'autre qui sont déterminées. Et cet effet-là, on le constate pour plusieurs autres paires de grandeurs, notamment la position et l'impulsion. Bon, voyez ça comme la vitesse, la position et la vitesse, l'énergie et le temps. Et donc c'est assez problématique. Il y a même eu un grand débat là-dessus. Ça a été le sujet principal de discussion du congrès Solvay, le 5e congrès Solvay de 1927. Donc les congrès Solvay rassemblaient les meilleurs physiciens de l'époque à Bruxelles autour de questions de mécanique quantique. Le premier avait été appelé par Max Planck pour discuter de son modèle du corps noir. Ce 5e est très célèbre parce que justement il y a eu un grand débat entre Einstein et Bohr qui a eu beaucoup de retentissement par la suite parce qu'ils essayaient tous les deux de trouver, enfin surtout Einstein, de concevoir une expérience qui puisse mesurer deux de ces quantités qui vont par paire et qui ne peuvent pas être déterminées en même temps. Ils essayaient de trouver une expérience pour les déterminer en même temps. Donc effectivement, on pourrait être tenté de vouloir faire ça, mesurer les deux en même temps. Mais on se rend compte qu'on ne va jamais pouvoir concevoir une expérience capable de faire ça. En tout cas, de manière précise. On peut concevoir des expériences qui peuvent nous donner une vague idée des deux en même temps. C'est ce qu'on appelle les mesures faibles. Mais si on veut avoir une mesure précise, on est obligé de choisir un des deux. Et donc ils ont débattu comme ça pendant des heures pour essayer de trouver, et chaque fois, chaque nouvelle expérience était déjouée. Et notamment ce qu'ils cherchaient, c'était surtout pour la position et l'impulsion. Le spin, c'était pas leur préoccupation principale. Et ils n'ont pas trouvé. Donc c'est assez raisonnable de penser que c'est irréalisable en pratique. Et en plus, ça a été démontré formellement en utilisant le formalisme mathématique de la théorie par Heisenberg, qui est un autre physicien de la génération en dessous, en 1927 précisément. C'est pour ça qu'ils ont commencé à en discuter. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Bon, c'est une dénomination un peu maladroite parce que c'est plutôt un théorème, puisque c'est démontré mathématiquement, et plutôt qu'incertitude, on devrait plutôt dire indétermination, donc théorème d'indétermination, parce que la majorité des physiciens considèrent qu'en fait, il y a vraiment les deux quantités qui ne sont pas déterminées en même temps. C'est pas simplement qu'on n'a pas de mesure assez précise et qu'on ne sait pas leurs deux valeurs en même temps. C'est pas une question d'incertitude, de ne pas être sûr, c'est pas ça. C'est vraiment qu'ils ne sont pas déterminés. Et on peut quand même en être assez persuadé par cette expérience de Stern-Gerlach, quand on voit que même s'il n'y avait que du up qui était rentré en entrée, une fois qu'on a fait la mesure selon la direction perpendiculaire, on a de nouveau du up et du down dans l'autre direction. Là, je vois mal comment ça pourrait être seulement de l'incertitude. Mais bon, ça peut être interprété de différentes façons. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc la question c'est, est-ce que le dispositif se limite à mesurer ou est-ce que les aimants infléchissent l'axe des électrons ? Alors ça, je vais répondre les deux. C'est-à-dire, faire une mesure, c'est ça en fait. C'est un appareil de mesure, c'est pas une boîte magique qui sort un chiffre ou qui sort une réponse. Les appareils de mesure sont faits avec la même chose que les expériences qu'on est en train de faire. Donc, cet appareil de Stern-Gerlach, effectivement, il dévie les faisceaux, mais c'est ça qui constitue la mesure, en fait. La mesure du spin, c'est de constater sur quelle tâche va se retrouver un électron, à quel endroit va se retrouver un électron, quand il va être plongé dans un champ magnétique. C'est ça, mesurer le spin. Donc ça, d'ailleurs, j'en profiter pour revenir là-dessus. Sur le plan technique, les expériences qu'on a vues, à chaque fois, on ne peut pas distinguer ce qui est un appareil de mesure et ce qui est un phénomène physique, parce que nos appareils de mesure sont faits à partir des phénomènes physiques.
qu'on a récupérées et qu'on a utilisées pour pouvoir découvrir d'autres choses. Par exemple, dans l'expérience des fentes de Young, je vous disais que l'écran photosensible, c'était une plaque photosensible comme les films argentiques. Mais actuellement, on fait plutôt ça avec des photodiodes qui fonctionnent avec l'effet photoélectrique. Donc ils fonctionnent précisément avec un effet qu'on avait observé auparavant. Donc la photodiode reçoit de la lumière et elle envoie un signal électronique à un ordinateur derrière qui collecte tous les signaux électroniques et qui ensuite en fait la synthèse. D'ailleurs, est-ce que vous avez bien compris sur le plan technique comment ça marche, les expériences qu'on a vues jusqu'ici? Donc l'expérience de l'effet photoélectrique, techniquement, il faut une source de lumière, une plaque et un détecteur d'électrons. Donc là encore, un détecteur d'électrons, ça peut être à peu près ça peut pas être n'importe quoi, mais ça peut être beaucoup de choses. Même une chambre à brouillard, ça peut être un détecteur d'électrons, même si c'est pas pratique. Ce qu'on utilise actuellement, c'est plutôt un enchaînement, une série de plaques de cuivre qui provoquent ce qu'on appelle une cascade d'électrons. En fait, quand un électron arrive sur la première plaque, elle va produire 4 autres électrons en moyenne. Et donc la deuxième plaque va recevoir 4 électrons et en produire 4 pour chaque. Donc ça fait 16, etc. jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour faire un courant. Et donc ce courant va faire s'allumer une petite diode, un voyant rouge, ou alors faire fonctionner un petit baffle et ça va faire bip. Et donc c'est comme ça qu'on sait qu'au départ, à la première plaque, il y avait un électron. Bon, après il y a toute une partie qui consiste à faire un tri, avec un tri statistique avec ces informations, parce qu'on doit distinguer quels électrons viennent vraiment de l'effet photoélectrique et lesquels sont en fait juste des électrons qui étaient dans l'air en permanence, quoi. Donc oui, c'est très important de bien voir que les appareils de mesure et les effets qu'on observe sont de la même nature en fait. C'est des mécanismes, les appareils de mesure. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc la question c'est, dans l'expérience des fentes de Young, est-ce que le fait que le photon soit dévié et suive une figure d'interférence, ça pourrait être une propriété de l'espace ou d'un champ? Alors, de l'espace, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui ait pensé à ça, parce qu'on ne voit pas trop comment ça interagirait avec l'espace. La seule façon jusqu'ici qu'on a constaté d'avoir un effet sur l'espace, c'est avec la masse, et la masse d'un photon est nulle. Donc a priori, il n'a pas d'effet sur l'espace. Mais par contre, donc l'espace, je veux dire champ gravitationnel, hein, on est d'accord. Mais par contre, le fait que ce soit un champ qui guide une particule qui soit corpusculaire, ça, c'est effectivement une interprétation qui a été proposée, qui est en fait l'interprétation de l'onde pilote de Breuil-Baum, et donc qui dit que il y a une onde, donc ça veut dire un continu avec des ondes dedans, et dessus rebondit un corpuscule, et donc c'est l'onde qui passe à travers les deux fentes et qui fait une figure d'interférence. Enfin, c'est le continu, on va dire c'est un champ, qui passe à travers les deux fentes, qui fait des interférences, et après le corpuscule il rebondit dessus et il passe d'un côté ou de l'autre en fonction de ça. Et donc il reproduit la figure d'interférence en fonction de ça. Donc ça c'est une interprétation possible, effectivement. Bien vu. Pourquoi, quand on dit que les électrons se comportent comme des aimants, pourquoi les aimants peuvent-ils être alignés à tous les angles? Est-ce que les électrons sont alignés au-dessus ou en dessous? Alors, pourquoi les aimants peuvent être alignés à tous les angles? Ça c'est parce que en fait, ce qui va être attiré vers le haut, c'est le pôle nord de l'aimant, donc c'est un côté de l'aimant. Et si ce côté est vers le haut, il va être fort attiré, donc fort dévié. Si ce côté est vers le bas, il va être attiré dans le sens inverse, enfin il va être repoussé, parce que ça veut dire qu'il a son pôle sud vers le haut, et ce pôle sud est repoussé, donc il est dirigé dans l'autre sens. Et si les deux sont à égalité, bah, il est à la fois repoussé et attiré. En fait, en pratique, il va tourner un peu
c'est pas grave. Et donc il va plus ou moins rester au milieu. Le fait de tourner va pas être très, très conséquent s'il est envoyé avec suffisamment de vitesse. On va dire qu'il avait beaucoup de vitesse. Donc il va rester au milieu parce qu'il est à la fois repoussé et attiré, et donc ça fait aucun effet, quoi. Et alors les états intermédiaires, c'est chaque fois quand il y aura un peu plus nord vers le haut, il va être un peu plus attiré que repoussé, etc. Alors je parle d'attraction et de repoussement, mais en fait c'est plus, c'est pas qu'il est attiré à distance et repoussé à distance, hein, c'est vraiment qu'il est dirigé par le champ dans une direction, et donc le nord va être envoyé vers le nord et le sud vers le sud, et le sud va être du coup envoyé dans la direction opposée du nord. Voilà. Donc, on voudrait un récapitulatif des deux types d'expériences, von de Jung et Stern-Gerlach, et des conclusions dont on peut en tirer, qu'on peut en tirer des deux, je suppose. Donc, les von de Jung, pour récapituler, c'est une expérience où on peut à la fois constater le caractère ondulatoire de la lumière quand on laisse beaucoup de lumière passer et qu'on se rend compte qu'il y a une figure d'interférence, et aussi constater le caractère corpusculaire de la lumière quand on fait passer un photon à la fois, donc très peu de lumière à la fois, et que donc on observe que l'écran est imprimé en un point à la fois. Donc là, c'est une expérience qui met en évidence le fait qu'on ne sait pas très bien si la lumière est plutôt un continu ou un corpuscule, ou un ensemble de corpuscules plutôt. Et alors l'expérience de Stern-Gerlach, la chose principale qu'elle met en évidence, c'est que il y a des grandeurs qui vont par paire, qui ne sont pas possibles à déterminer en même temps, parce que la mesure de l'une fait table rase de la détermination de l'autre. Dès qu'on en mesure une, on perd toute la détermination qu'on avait auparavant sur l'autre. Il ne peut pas y avoir de particule qui ait à la fois une détermination des deux. Et donc, ces deux aspects-là, on les appelle généralement dualité onde-corpuscule et théorème d'indétermination de Heisenberg. Ces deux aspects-là, c'est deux caractéristiques vraiment propres aux objets qu'on doit traiter avec la mécanique quantique. Ces deux comportements étranges qui sont censés être expliqués par la mécanique quantique. Donc la question c'est, mais même avec l'aspect corpusculaire, quand on envoie les photons un par un, on observe quand même la figure d'interférence qui relève de l'ondulatoire. Effectivement, mais on ne peut pas enlever qu'il y a des aspects corpusculaires, d'une part parce que l'écran est impacté en un seul point, et d'autre part parce qu'il y a d'autres expériences et d'autres effets, comme ce qu'on constate dans les chambres à brouillard. On constate qu'il y a une trajectoire bien nette, qui viennent corroborer l'autre hypothèse qui est plutôt corpusculaire. Donc on a vraiment plusieurs expériences qui penchent soit d'un côté soit de l'autre. Alors, demande de définition, un champ, ça je l'ai défini dans la première vidéo. Donc c'est un petit peu loin à définir, donc je pense que c'est mieux d'aller revoir la vidéo, c'est plus simple. Un continu versus un corpuscule, ben ça c'est assez simple. En fait, un corpuscule il est localisé en un point ou en une petite région, alors qu'un continu il est répandu dans une très grande portion, et il n'est pas constitué de corpuscules. Un continu est d'un seul tenant, c'est une unité. Donc par exemple, on ne considère pas que la matière d'un bureau est en continu, on considère que c'est constitué de composants qui sont les molécules de bois. Pôle sud et nord, donc ça c'est des noms arbitraires qu'on a donnés aux parties d'un aimant qui vont aller dans un sens ou dans l'autre dans un champ magnétique. Donc ça c'est juste un nom arbitraire, et alors on a donné ça comme nom en s'inspirant du champ magnétique terrestre. Donc la définition de la détermination, c'est quand
La détermination, normalement, dans un contexte classique, c'est quand on fait une expérience pour mesurer un paramètre et qu'on arrive à trouver quelle était la valeur du paramètre. Donc ça, c'est on détermine dans notre connaissance quelle était la valeur du paramètre. En mécanique quantique, on va voir que ça a un sens plus fort que ça, parce qu'on l'a dit, la mesure fait quelque chose. Donc dans l'interprétation standard, la plus commune, on considère que la détermination d'un paramètre, c'est le passage d'un état avant la mesure où il y a encore plein de possibilités. À chaque possibilité est associée une probabilité. On ne sait pas laquelle c'est. Et en fait, dans l'interprétation standard, on considère qu'elles sont toutes réalisées. Donc ça, j'anticipe un petit peu sur la suite en vous disant ça, donc vous ne bloquez pas dessus si vous ne comprenez pas tout de suite. On considère que toutes ces possibilités sont réalisées. Et alors, au moment où on fait la mesure, on détermine une seule de ces possibilités comme étant la seule qui va rester. Une onde a-t-elle un comportement continu ? Alors, c'est plutôt que les ondes ne peuvent exister que dans des continus, ou ce qui a l'apparence d'un continu. Donc, dans un continu, donc d'un seul tenant, une onde, c'est la propagation d'une oscillation. Donc il y a une oscillation de départ, et puis comme il est d'un seul tenant, comme il est tiré un petit peu d'un côté par cette oscillation, il va du coup propager ce tiraillement de lui-même. Dans quelque chose qui imite un continu, comme par exemple dans l'eau, l'eau c'est pas un continu, c'est composé de molécules, mais ces molécules ont des interactions entre elles qui font qu'elles sont aussi tirées les unes par les autres. C'est ce qu'on appelle la viscosité. Donc elles vont aussi suivre le mouvement quand il y a une oscillation, elles vont aussi être tirées comme si elles étaient d'un seul tenant, en tout cas jusqu'à un certain point. Et donc elles vont aussi propager les ondes. La question c'est, le continu n'est pas sérié, j'imagine que c'est constitué d'une série de composants. Donc ça effectivement c'est vrai, un continu, il est d'un seul tenant, c'est une unité, c'est pas une suite de petits composants. Et il n'est pas fracturé. Alors ça c'est pas forcément vrai, on peut imaginer qu'on puisse couper un continu, ça c'est pas forcément un problème. Si on imagine qu'on puisse couper un champ par exemple, il continuerait à être continu des deux côtés, dans l'hypothèse où les champs sont continus, ça c'est vrai que c'est encore un débat. Disons que si on imagine une espèce de gélatine et qu'on fait abstraction du fait qu'elle est effectivement constituée de molécules, on peut le couper en deux et de chaque côté il y a encore la même composition qu'avant, quoi. C'est pas pour ça que tout à coup elle va être composée de plus de choses. Donc ça, la question c'est, on passe du chiffre 1 au chiffre 2 sans fracture. Donc c'est effectivement ça. Là où on utilise beaucoup des continus, c'est en mathématiques. Donc la suite des nombres, par exemple les nombres réels, c'est un continu, c'est-à-dire vous pourrez toujours prendre, si vous essayez de trouver un nombre intermédiaire entre deux nombres réels, vous en trouverez toujours un autre. Il y aura toujours moyen de trouver un nombre entre deux nombres. Et donc ça veut dire que la suite des nombres réels n'est pas composée d'une série de nombres, par opposition à la suite des nombres naturels par exemple. Les nombres naturels c'est 1, 2, 3, 4, alors que les nombres réels, on peut aussi avoir 1,36, 1,728, 42, 53, etc., etc. On peut avoir une infinité de chiffres derrière la virgule. Donc là, les nombres réels sont un continu, les nombres naturels sont discrets. Ça veut dire que si on prend deux nombres à la suite, on ne pourra pas forcément trouver un nombre entre. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, on est obligé de sauter de l'un à l'autre. Donc, par exemple, si on prend 2 et 3, il n'y a rien entre dans la suite des nombres naturels. Ah, ben voilà, les particules alpha, c'est des noyaux d'hélium et pas d'hydrogène. J'étais plus certaine. Donc la question c'est, est-ce qu'on considère qu'il y a des substances continues ou est-ce qu'elles sont toujours divisibles et réduisibles à du discret ?
Alors justement, ça dépend de comment on voit les champs. Moi, je pense qu'il y a des champs qui sont des continus, notamment le champ de Higgs. Ouais. Le champ gravitationnel, c'est pas sûr, ça dépend des résultats qu'on aura pour certaines théories qui sont en cours de réalisation. Mais donc, a priori, il n'y a pas d'impossibilité à ce qu'il y ait des substances qui soient des continus. Et en particulier, les champs sont des très bons candidats pour ça. Voilà. Par contre, la matière, c'est plutôt du discret. En tout cas, dans la façon dont elle est organisée pour former un corps complet. Pas forcément la matière des électrons libres, par exemple. Ça, justement, c'est pas tranché. Pour le moment, je voulais juste que vous compreniez très bien comment fonctionnent les expériences, quels sont les moyens techniques qu'on a mis en œuvre et exactement ce qu'on a fait. Mais pour le moment, on ne va pas encore se risquer dans des interprétations. Je vais vous laisser un peu réfléchir à ça, et notamment à comment est-ce qu'on peut ne pas avoir de position déterminée. Je pense que c'est une énigme sur laquelle on peut bien gamberger.